du fleuve Hérault, un littoral façonné depuis des millions d'années par les volcans et la mer. Et c'est là, entre le Grau et Agde, que vit Denis Fonkerl depuis le 28 septembre 1919. Des années de passion consacrées à remonter un peu de l'histoire des hommes coulés au fond de l'eau, pour la connaître et la raconter. Il faut reconnaître que j'ai eu beaucoup de chance. Vivre dans un pays qui possédait un fleuve, la mer et un volcan. Et je vais comprendre que peut-être ce volcan, puisqu'il descend dans la mer et qu'il y a un cap, peut-être là, il y a eu des naufrages. Mais c'est à l'école de la vie sauvage que l'enfant du Grau-du-Roi consacre d'abord ses journées, entre l'embouchure de l'Hérault et la plage de la Tamaricière. Surtout, ce qu'il y avait, c'était ce grouillement, ce frémissement, tous ces bruits qui étaient de ces animaux, de ces oiseaux sauvages qui étaient là dans les roseaux. Et puis surtout, cette peur d'enfant, de l'inconnu. C'était la forêt vierge pour nous. C'était notre forêt vierge. On se sentait tellement libre qu'on croyait que tout ça était à nous. Je savais me guider au soleil, sans avoir de montre. Je savais de quel vent allait me permettre d'aller à tel endroit ou à tel autre. Et c'était un enseignement, qu'on le veuille ou non, mais sur le terrain. Et puis, il y a la pêche, pour accompagner le père. Alors, cap sur le fort de Brescou, construit sur la langue de lave qui s'enfonce dans la mer. Là, il y a un rocher qu'on appelle le rocher de l'âne. Pourquoi le rocher de l'âne? Parce que par les tempêtes, le vent s'engouffre sous cette grande masse de rocheuses là-dessous, qui forme un petit pont naturel. Et en se retirant, elle crée une dépression et on entend un cri, le cri de l'âne, ça fait Iang. Et alors la nuit, j'ai dormi moi la nuit avec mon père là, dans ce fort. La nuit, entendre toute la nuit ça, vous pouvez croire que quand vous avez passé une nuit à Brescou, hein, vous sortez impressionné. J'allais sur la plage au gré de mon imagination, jusqu'au jour où je trouve là-bas, à Rochelongue, que je trouve un morceau de tesson, et je m'en servais pour faire des ricochets sur l'eau. Et comme il y en avait pas mal, je choisissais des tessons plats, afin que ça aille bien. Oui, mais voilà que sur un de ces tessons, un jour, je découvrirai un décor moulé. Et disons-le de suite, c'était une poterie de Groffesenc qu'on fabriquait à Millau, dont Agde était le point d'embarquement pour aller vers... Mais je ne sais pas ce que c'est, ce qu'il y a sur le tesson. J'avais cru que c'était un cafard. Ce n'est que plus tard, quand mes parents me mettront au collège d'Agde, que mon professeur me dira « Mais c'est pas un cafard, c'est un bateau. » Un bateau? Et toutes ces pattes, ce n'est pas des pattes, ce sont des rames. Mais tant de rames? Ah oui, il y en avait 25 sur un bord, 25 sur l'autre. Il y avait 50 rames. Oh là là! Et ces bateaux sont passés par là. Eh oui, puisque tu as le tesson dans les mains. Ils sont bien passés devant nous. Alors, naufrage, perte, avarie, etc. Et tout ça commence à imprégner, à enthousiasmer mon esprit. Et je me dis, si j'en trouve sur la plage, c'est que peut-être des bateaux coulés là-bas au large, les ont perdus. On ne pouvait pas y aller au large, pourquoi? Mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'était que l'interdit du dessous de l'eau. Mon père disait, nous, on n'a rien à voir là-bas dessous. Là-bas, c'est des choses du dessous, des hommes du dessous, des monstres du dessous, j'en sais rien. La preuve, c'est que quand il y en a un qui tombe de l'eau, ben c'est rare qu'il ne meure pas. Longtemps, le monde de la mer n'est pas allé voir ce qui se passait là-bas. Et nous sommes les hommes du dessus, il me disait. Alors là, on se respecte. Mais il ne faut pas aller dans leur domaine, tu comprends? Que je ne te vois jamais en train de plonger, parce que tu auras affaire à moi, hein? Et mon père, quand même, il sortait de Joinville, hein, et je peux vous dire que c'était un sportif formidable. Quoi qu'il m'a jamais battu. Non, mais il fallait obéir. Alors, obéir et désobéir, les deux, il faut essayer de conjuguer les choses. Il y a les trésors venus de la mer ou du fleuve. Il y a les livres et la vie.
Denis Fonkerl trouve un emploi à la compagnie des chemins de fer du PO, Midi. Donc je suis intérimaire, donc je fais les 3-8, donc j'ai beaucoup de temps. Après le travail, il retrouve la plage de ses premiers tessons, à Rochelongue, et s'installe. J'ai commencé à monter un cabanon en bois que je modifie et que j'agrandis au fur et à mesure des naissances de mes enfants, puisque j'en ai eu 4 filles. Ouais, je me lève le matin en dégustant mon café, et sur la plage, je vois et les poissons qui chassent, et je vois les gens qui viennent piller. Je lui ai donné un nom logique, l'abri côtier. À la recherche que je faisais, quand maman nous envoyait chercher le lait chez Madame Alor, c'est que je mettais des heures. Et qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'étais Lucille, sa fille aînée, est la première à l'accompagner pour la pêche. Et les amphores. D'oreilles de Vénus. Ne m'en parle pas, j'en avais le magasin plein. Oh là là, qu'est-ce que tu as pu ramasser? Il tapait discrètement à la porte de la chambre, il me disait « Lulu ». Ça, c'est vraiment, quand il m'appelait Lulu, je savais qu'il était content. Quand il me disait Lucille, aïe, il fallait que je me mette Lulu. Il me réveillait, on prenait le café, et puis on partait, on allait lever les filets. Parce que les filets, il faut les lever très tôt, sinon après les poissons prédateurs viennent dans les filets et déchirent tout. Donc on relevait les filets, on arrivait, ça devait être sur les coups de 10h, 10h30, maman nous attendait sur la plage, on laissait les filets, et maman démaillait le poisson toute seule. Et puis nous, on repartait aussitôt, et là, on allait plonger. Et puis, dans ce bonheur parfait, entre ciel et mer, vivant comme des papous, une paire de sandales, un maillot de bain, ça suffisait. Et bien voilà que des bruits commencent à partir de 69 à se répandre. Et on va créer la Floride languedocienne chez nous. Au début, on ne comprend pas. Il y en a qui disent ça va être formidable, la Floride. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? La première chose qu'ils ont fait, c'est de nous exproprier. Il a tout de suite monté une association de défense de propriétaires. Ils étaient 300, mais comme dans Victor Hugo, ils sont partis 300. Et ils se sont retrouvés 15, 30 ans après. Mais lui, il n'a jamais cédé. Les gens du Midi célèbrent avec raison leur masse blanc ou leur cabanon. À force de plonger à Rochelongue, les tessons et les amphores commencent à s'entasser. À cette époque, l'archéologie sous-marine n'existe pas encore, mais elle est autorisée fouille par fouille par les autorités compétentes. Ici, la direction du Bureau des fouilles et antiquités du Languedoc-Roussillon. J'ai commencé très tôt, pas à faire de l'archéologie, je le reconnais, mais à regarder, à fouiner de la plage d'abord, puis après par 2 mètres de fond, par 3, par 5, par 10 mètres, etc. Et j'ai fait l'inventaire, tant que j'ai pu, de ces fonds. Tout de suite, on s'est heurté au problème des autorisations. Il fallait le faire dans la légalité quand même. Et je crée, en 1960, le groupe de recherche archéologique subaquatique et de plongée d'algues, le GRASPA. Alors au départ, c'est un titre ronflant, mais ça sera peu de choses. Ça sera qui? Mon premier plongeur, ça a été ma fille, mon deuxième plongeur, ça a été un voisin. C'est parti du petit noyau, mais très vite, il y a eu beaucoup de plongeurs qui sont venus. Et tout ça fait d'une manière artisanale. Alors nous allons partir à la découverte des fonds sous-marins, fluviaux et palustres. Puisque tout ça règne autour d'algues. Ah de l'eau, quel bonheur pour un archéologue. Nous allons dénombrer ainsi 27 sites, gisements ou épaves de bateaux. Septembre 1964. Depuis quelque temps, les plongeurs du GRASPA, groupe de recherche archéologique subaquatique et de plongée d'Agde, remontent de l'Hérault des fragments et des amphores datant de la fondation par les premiers Grecs d'Agathé-Tiché, la bonne fortune Agde. Et ça se passe en ville, tout près de la cathédrale Saint-Étienne.
Dans ce 13 septembre-là, nous nous mettons à l'eau aux environs de 8h30 et nous descendons en bas, nous étions en apnée, pour fouiller à la main. Non pas en plantant nos mains dans le vase, mais en faisant un mouvement habituel qui fait que nous créons un courant, et ce courant dévase mieux que toutes les dévaseuses. Et là, tout d'un coup, un éclair, c'est du bronze. Du bronze, c'est intéressant. Mais du bronze de quel âge? On continue fiévreusement à dévaser. Ce bronze s'agrandit et nous voyons apparaître une rotondité. C'est le début d'une épaule. Et nous voyons un joli drapé. Déjà, nos cœurs commencent à battre. Nous continuons. Et tout d'un coup, voilà qu'un nez, puis des yeux, et un visage d'enfant qui nous regarde. Alors, on pourrait dire que la folie s'empare de nous. Nous avançons, c'est une poitrine, c'est un bras et une main, et finalement, ce sera une jambe. Et nous sommes là extasiés, en se demandant si ce que nous voyions était vrai. Et voilà que j'entends, c'est Paris, non, c'est Alexandre, c'est ceci, c'est cela. Mais je ne crois pas mes oreilles, moi. C'est vrai qu'à l'école, ou en 6e, j'avais connu un peu tout ce monde-là. Mais que nous ayons pu découvrir une célébrité pareille paraissait inexplicable. Et depuis, il s'appelle l'Éphèbe d'Agde. Nous l'avons gardé que vraiment très peu de temps. Immédiatement, un de ces agents de l'administration est venu s'en saisir, c'est le coup de le dire. Heureusement que je lui ai fait signer un papier comme quoi je le lui remettais. Et il est parti. Et pendant longtemps, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Alors après, il est parti à Marseille, il est allé au musée du Louvre. Du musée du Louvre, il était allé au centre de la sidérurgie à Nancy. Puis il est revenu au Louvre. Malraux avait créé un décret, à la suite des discussions que nous avions eues, par lequel on mettrait l'Éphèbe au musée des arts et traditions d'Agde, et je possède le décret, c'était désigné ainsi. L'objet désigné ici après Éphèbe d'Agde est classé monument historique dans le musée agatois. Voilà. Alors, on allait le faire, jusqu'au moment où on commence à nous dire que ce musée était trop petit par rapport à l'importance de l'Éphèbe, qu'il faut faire quelque chose de bien. Moi, j'ai dit, je veux bien. Ce que je veux, c'est qu'il descende d'Agde. Je l'offre, car à cette époque-là, j'étais propriétaire de l'Éphèbe, par décret ministériel. Moi, je ne voulais pas le vendre, malgré ce que m'en avait offert l'Amérique. Non, je veux surtout qu'il reste dans son pays. Alors, l'archéologue bénévole, président du GRASPA, directeur des chantiers de fouilles et conservateur du musée de l'Agatois, futur créateur et directeur du CMERAS, Centre méditerranéen d'études et de recherche archéologique subaquatique, va partout, raconter l'archéologie sous-marine de son pays, pour la défendre et faire revenir l'Éphèbe en Agde. En même temps, les fouilles continuent de plus belle. Bon alors, la première équipe qui se met à l'eau là. Toi François. Oh non, ici avec Nicole, alors tu peux espérer encore. J'en ai pour 20 minutes encore. Monte à mettre, tu le prends. François, je ne te confie plus Nicole, c'est fini. Allez les enfants, soyons sérieux. Bon, c'est prêt pour la plongée là tout le monde? D'accord? Allez Gaston, vas-y, top. Conduire une équipe quand on n'a pas de grade, quand dans le fond on n'est rien du tout, qu'un bénévole, c'est difficile. Les caractères des hommes, celui-là qui n'aime pas tel autre, celui-ci qui déteste celui-là, un bougon, un jovial. Vous voyez un peu, j'ai eu 110 plongeurs à une époque. J'ai fait école de plongée et d'archéologie. Et il faut faire obtenir ce monde. Alors moi, mon caractère, je suis jovial, moi. Ça ne m'empêche pas de réfléchir, mais je suis jovial. Alors maintenant, cette bonne humeur qui petit à petit va pénétrer et s'instaurer, c'était de la galéjade à 100%. Ah, ça, on ne le voit pas chez les professionnels. Ah, mais là, ça va pas, hein. Il a changé. Là, tu es dans le carré A2, là, hein. Alain n'est plus dans le carré A1, là, hein. Voilà, ça c'est de l'amphore romaine, hein, du 1er siècle avant. Et ça marche avec cette catégorie-là.
Au tout début, quand on se connaît et qu'il n'a pas encore vu les amphores, tout ça, j'ai dit, ben, je vais t'amener à un endroit où tu en trouveras, tu vas en voir les amphores. Donc nous descendons un petit peu plus bas, là, de l'Hérault. Ben, je dis, voilà, arrête-toi, il y en a là. Alors il me regarde un peu surpris, il me dit, comment vous le savez? Écoutez, je dis, c'est trop long à expliquer. Là, tu vas trouver des amphores. C'est là qu'il plonge et que... En grattant, la première amphore que j'ai vue, en grattant doucement, parce qu'il faut y aller doucement, je me suis rendu compte que 50 cm à côté, il y en avait une autre. Alors donc je monte la première, je la lui donne, et comme il y avait pas mal de monde et que je ne voulais pas ébruiter l'affaire, j'ai parlé anglais. J'ai dit « once more ». Mais avec la distance et peut-être ma prononciation, il n'a pas compris. À la fin, j'ai dit « il y en a encore une ». Je suis redescendu, j'ai gratté la deuxième. Pendant que je grattais la deuxième, il y en avait une troisième. Ce qui fait qu'en l'espace de 3/4 d'heure, de l'endroit où il m'avait indiqué à 1 mètre près, j'ai trouvé 3 amphores. Archéologie sous-marine toujours, mais du côté de l'étang de Thau cette fois-ci. Avec pour premier indice, retrouvé par Denis Fonkerle, le poème d'un certain Rufus Festus Avienus, de passage dans la région il y a quelques siècles. La pauvre cité de Polygium, c'est celle-là que nous avons fouillée, puis le bourg de Mansa, Mesua, Mèze. Alors il y a une tempête qui s'est levée sur l'étang de Thau. Tout le monde est allé aux abris, y compris les goélands, il n'y a plus personne, les pêcheurs sont rentrés, on est tous les deux là. Et plus on va dans le temps ou vers le soir, quoi, disons, elle devient monumentale. Je crains même qu'il arrive quelque chose à Émile, d'ailleurs que je perds de vue. Je le cherche, le soir commence à descendre doucement, le soleil du moins. Et puis tout d'un coup je le vois sur la crête d'une vague et j'entends un cri. Ah, et moi je pense qu'il se noie. Et je décuple mes forces, j'arrive à sa hauteur, il n'y est plus. Hop, il remonte, hop, il redescend. Mais qu'est-ce qu'il a, il coule ou quoi? À un moment donné, il arrive, je l'aggrappe, je lui dis alors. Et là, il rit, il crie, il pleure. Il me dit, Avienus, il est là-dessous. Avienus, oui, Avienus. Vous m'avez bien parlé d'Avienus? Oui, eh bien, il est là-dessous. Et regardez. Et dans ses mains qui tremblent de joie, il tient des morceaux de vase noirs. Parce qu'ils ne savaient pas cuire à cette époque la glaise, tout ça. On brûlait beaucoup. En effet, je reconnais là du néolithique. Le co-directeur des fouilles préhistoriques, Courtin, est venu plonger avec 4 assistants et ils en ont déduit que nous venions de découvrir un site unique pour ce qui concerne le peuplement des étangs. En 1982, après 18 ans d'absence, l'Éphèbe revient en Agde, mais pour quelques jours seulement. On sort un thème sur l'Éphèbe d'Agde. Et du moment qu'on sort un thème sur l'Éphèbe d'Agde, je dis ça va être l'occasion de faire descendre l'Éphèbe, puisqu'il me faut quand même le montrer à côté du thème. Quand ça a été fini, le camion du musée du Louvre, avec le coffre dans lequel il était, est revenu et nous l'a emporté. À cette époque, presque en face de la plage où Denis Fonkerle enfant trouva ses premiers tessons, le Graspas découvre l'épave d'un navire romain dans la baie de l'Amitié. Je l'ai appelé d'ailleurs autopsie d'une épave. Voilà l'épave trouvée, le banc rocheux. Elle est venue s'incruster sous le banc rocheux. Ça, c'est le début des travaux. Par la suite, année par année, nous arriverons à comprendre tout ça. Ça, c'est l'inventaire des lingots de plomb. Mais après 2 ans d'investigation, l'autorisation de fouille ne sera pas renouvelée. Et l'épave abandonnée ne résistera plus aux assauts de la mer. À la même époque, sur le site de Montpenèdre, étang de Thau. Après 8 ans de fouilles méthodiques, la cité engloutie doit être aussi abandonnée par le Graspas. À l'origine de ces mises à l'écart des archéologues bénévoles, une décision du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Elle paraît cette note et on nous dit qu'il vaut mieux consacrer sur une grande fouille nationale tous les crédits de l'État. Bien entendu, vous avez compris que celui qui va recevoir cette manne céleste, il pourra en faire de jolies choses. Ben non, il n'en a jamais fait. Il a cherché sur du sable, il a toujours trouvé du sable. Alors s'il peut faire une théorie sur le sable, elle va être formidable, parce qu'il a mis le paquet.
Soudain, en 1987, c'est la victoire. Accompagné par le ministre de la Culture de l'époque, l'éphèbe revient définitivement. L'enfant prodigue est revenu, nous allons tuer le veau gras. Et l'éphèbe s'installe au musée de l'éphèbe, au Cap d'Agde, au milieu des collections découvertes pendant un quart de siècle par le Graspa. Mais qui fut cet éphèbe? Représentait-il Alexandre, un de ses fils, ou un illustre inconnu? Alors moi, je pense qu'il est celui qui a été le monarque de ce pays. Parce que si vous réfléchissez bien en étudiant la statue, ça conduit à ça. D'abord, premièrement, ce que tout le monde reconnaît, y compris le directeur du musée du Louvre, Charbonneau, c'est une œuvre lysipique. Lysipe qui concevait ces statues avec cette élégance et surtout cette ressemblance à quelqu'un de très important de l'époque. D'abord, il porte la résille, la couronne qui est faite en lin blanc tressé par les vierges du pays. C'est un dieu taureau. Le dieu taureau présente des cornes magnifiées par la coiffure, mais les 4 que vous avez là, en étoile, sont ces cornes comportées je ne sais combien de dynastes du pays. Il porte la chlamyde. La chlamyde, c'est le manteau, si vous voulez, macédonien, des soldats de la Macédoine. Il la porte, mais il la porte à la façon d'un prince. Et puis est venue la paix, pour écrire le livre d'une vie, vivre au pays de l'éphèbe, et pour se souvenir aussi. Alors là, je revois toujours, et je l'ai en photo d'ailleurs, une bonne femme qui nous voit, qui met ses mains là et qui nous regarde passer comme ça. Et Antebo, où c'est qu'ils vont? Elle nous voit rentrer dans le musée. Alors quand on est ressorti, elle me dit « Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des vases romains. » Roumanes, oui. Et que faisait à Agde? Et qu'est-ce qu'ils faisaient à Agde? Mais à Agde, ils avaient pris Agde, c'est les soldats romains. Ah bon? Et alors, ils se promenaient comme ça avec des amphores sur le dos. Non, dedans il y avait du vin, ils buvaient le vin, et puis ils jetaient les amphores, et moi je les mettais dans le musée.